Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins. Alors aujourd'hui, on va en apprendre un petit peu plus sur le personnage de Hard, du coup, qui avait essayé de détruire un village de démons. Et on va un petit peu voir que Perceval et son groupe peuvent parfois se retrouver vulnérables dans de bien d'étranges façons. Donc, dans cet épisode, on va voir Hard qui a récupéré de l'ambre des archanges, qui est une espèce d'ambre plus puissante que l'ambre de déesse qu'on connaissait déjà de Nanatsu, qui est en fait capable d'absorber beaucoup plus de démons qu'une ambre de déesse classique. Et du coup, c'est ce qu'il va faire, il va absorber tous les démons présents dans le village et les garder prisonniers à l'intérieur de son ambre. Suite à ça, donc comprenant que Perceval est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, justement, qu'il recherche, donc qu'il est censé tuer pour assurer le rêve de son seigneur Arthur, bah du coup, il va décider de lancer son chien, donc Kelly, en direction de Perceval. Sauf que le chien va devenir beaucoup plus gros, va devenir beaucoup plus agressif, et se révèle comme être un chien de Cernunnos, je crois, avec des cornes qui lui permettent de lancer des attaques assez puissantes contre lesquelles Perceval ne peut pas grand-chose, puisque les cornes sont particulièrement résistantes, même avec son épée ou sa magie. Et je lance ça comme ça. Je sais plus très bien comment. C'est une théorie basée sur pratiquement rien, mais les cornes me font beaucoup penser à la corne qu'on avait vue au tout début de Nanatsu, enfin, au tout début, dans la première saison de Nanatsu no Taizai, dans lequel était enfermée une déesse et que Ban avait essayé de solliciter pour ramener Elaine à la vie. Je sais pas si les deux sont liés ou pas, mais la corne de Cernunnos, je me demande si c'était pas comme ça que s'appelait la corne en question dans Nanatsu no Taizai. Et en tout cas, au niveau de la forme, ça ressemble énormément. Et donc Perceval essaye un petit peu de s'en sortir, mais Kelly ne fait un petit peu que jouer avec. Bon alors, soyons très honnêtes, hein, elle lui balance juste un petit coup de patte, ça l'envoie à 3 kilomètres. Mais voilà, Nation ne peut pas faire grand-chose puisque la bête bouge trop pour lui inoculer un poison ou quoi que ce soit. Et Donnie et Anne ne peuvent pas faire grand-chose non plus. Cependant, Anne va quand même se confronter à Hard pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'il a pu les tromper sans qu'elle s'en rende compte. Et il va lui dire: «Non, non, mais j'étais complètement honnête, en fait, dans tout ce que je vous ai raconté. Je crois vraiment que les démons sont dangereux et qu'il faut les éliminer. Enfin voilà, j'étais vraiment chasseur dans une autre vie, j'avais bien une fille.» Mais l'ancien, du coup, de lui dire que ça veut pas dire pour autant qu'il est doté de bonnes intentions. Et donc il admet effectivement s'être servi d'eux, mais voilà, que c'est un bien nécessaire, en fait, parce que Perceval sera amené un jour à détruire le monde. Et en fait, il refuse que quelqu'un d'autre vive ce que lui a vécu pendant la guerre sainte, puisqu'on va découvrir du coup dans cet épisode, et j'avoue que ça fait vraiment mal au cœur et ça fait énormément de peine pour lui, que en fait, quand son village s'est fait attaquer par les démons lors de la dernière grande guerre sainte, il explique qu'il a vu des mères qui tenaient dans leurs bras leurs enfants, leurs fils ensevelis sous des décombres, qui avaient qui avaient des enfants orphelins du coup qui essayaient de chercher leurs parents dans les décombres. Mais surtout que lors de l'attaque de son village, sa fille, dans son berceau, a été brûlée vive, en fait. Et c'est une image particulièrement choquante parce que on s'imagine toujours un petit peu que les enfants sont intouchables de ce genre de catastrophe, ou en tout cas que dans l'ordre naturel des choses, ils sont pas censés pouvoir être touchés par ce genre de choses. Toucher à un enfant, dans la fiction et même en règle générale, c'est considéré pour beaucoup comme un tabou absolu. Tu ne touches pas aux enfants. C'est juste, c'est au-delà de l'imaginable. Et c'est pour ça que beaucoup de méchants ou d'antagonistes de fiction, quand ils s'en prennent aux enfants, par exemple, je pense à Bandro dans Made in Abyss, sont considérés comme les pires des enflures. Et moi qui défends beaucoup la cause des enfants et ce genre de choses, je peux pas leur en vouloir. C'est clair. Et là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Après, est-ce que ça justifie qu'il tue des innocents?
c'est toujours très compliqué d'essayer de raisonner quelqu'un qui cherche vengeance, en fait. Tant que tu n'as pas vécu ça, là, la perte d'un enfant, c'est difficile de réellement se mettre à sa place et de se dire, moi, je ferais les choses différemment. Mais voilà, en tout cas, les amis de Perceval font tout pour essayer de le défendre, quoi qu'il arrive. Et du coup, Sin va arriver, puisqu'en fait, Sylvain est parti un petit peu le réveiller. En fait, bon, il n'était pas assommé, il était juste en train de faire une petite sieste, quoi. Et du coup, il va se rendre compte un petit peu de la situation et il va demander à Perceval, mais pourquoi tu n'utilises pas ta magie avec ton épée? Parce que jusqu'ici, il utilisait l'un et l'autre, séparément. Et du coup, là, il parvint à les combiner, ce qui lui fait une arme beaucoup plus puissante, qui lui permet de découper les cornes de Kelly. Et Sin précise que bah, comme en plus la tribu de magie de Perceval, ça a l'air d'être plutôt la destruction en règle générale, un enchantement, ça décuple d'autant plus la puissance. Donc c'est tout bénef à ce niveau-là. Kelly va essayer de bouffer Perceval, mais comme elle a arrêté de bouger, Nation va pouvoir utiliser ses pouvoirs pour l'endormir. Donc voilà, à ce niveau-là, ils sont plutôt tranquilles. Et comprenant du coup que bah il est complètement en désavantage, Hard va se casser puisque ce n'est pas un combattant en lui-même. Il est devenu chevalier sacré pour la cause d'Arthur, mais il n'est pas un chevalier sacré comme d'autres qu'on a pu connaître par le passé. C'est pas un Hauser par exemple, même s'il a de l'expérience suite à la guerre d'il y a 16 ans. Et du coup, donc il va aller se réfugier dans une caverne de cristal. Et donc nos personnages vont le suivre puisque l'ancien essaye de comprendre un petit peu le point de vue de Perceval. Il dit mais tu veux quand même aller les sauver alors que ce sont des démons qui ont été impliqués dans une guerre, machin et tout. Enfin, qui font en tout cas partie d'un peuple qui ont, euh, qui ont participé à une guerre, puisqu'il explique que ceux qui sont dans cet endroit-là, en fait, n'ont pas participé à la guerre en eux-mêmes. Et Perceval a une réponse effectivement qui est très juste et qui montre la sagesse qu'il possède. Ça reste un enfant élevé un petit peu à, comment dire, à l'écart de toute civilisation, c'est que bah, c'est pas parce que son grand-père a été tué par son père, qui s'avère être aussi un humain, qu'il va se mettre à détester toute l'humanité. Et je trouve que c'est une très belle philosophie de vie que nous exprime Perceval ici. Ça pourrait régler pas mal de problèmes, je pense, qu'on a dans notre société aujourd'hui. Mais voilà, donc nos personnages vont se rendre dans cette fameuse caverne. Sin va leur dire de faire attention, mais eux, ils y foncent comme des idiots, il n'y a pas de problème. Un truc que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est que pendant tout le moment où ils vont être dans la caverne, leur voix va être en écho, pour bien montrer qu'effectivement, ils sont dans des cavernes et qu'en plus, avec les cristaux, ça rebondit et tout. C'est un petit détail, mais pour le coup, très appréciable, je trouve. Et donc, ils vont commencer à avancer, à discuter un petit peu de pas mal de trucs, jusqu'à ce que Hard les repère et leur dise non, non, mais ma magie, elle met un petit peu de temps à faire effet et vous allez rapidement vous en rendre compte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ils commencent tous à rajeunir. Mais à rajeunir en mode on redevient des bébés, réellement. Et même mentalement, ça les affecte physiquement et mentalement. Donc au début, ça commence par juste le casque de Perceval qui devient trop grand pour sa tête, alors que d'habitude, c'est la galère pour l'enfiler. Et puis voilà, finalement, ils vont se retrouver complètement en état de bébé, ce qui va permettre à Hard de finir son travail sans trop de problèmes. Mais bon, Perceval, même en étant un bébé, est particulièrement difficile à se débarrasser. Notamment, il reste accroché en fait à son épée, et ça m'a beaucoup rappelé, encore une fois, le début de Nanatsu no Taizai, à l'époque où Meliodas avait été empoisonné, et que même empoisonné, même mort, refusait de lâcher son épée qui représentait tellement de trucs importants pour sa vie, pour sa promesse, pour ce genre de choses. Et je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais ça me l'a rappelé, c'est très agréable. Je sais pas ce que Nakaba Suzuki il a avec les bébés, puisqu'on se souvient que dans Nanatsu, à l'époque où ils avaient été chez les druides pour essayer de gagner un peu plus de puissance, Greyamore aussi s'était retrouvé transformé en bébé et ça avait duré pendant très longtemps, sans réelle explication. Enfin, probablement pour faire un petit peu de pathos au niveau de Dreyfus, ou de Frodrin, mais bon, voilà. Donc, suite à ça, du coup, Anne essaye un petit peu de défendre Perceval, et Perceval, en retour, essaiera de défendre un petit peu Anne.
Et en fait, de voir Anne en forme de bébé, qui essaye un petit peu de le réconforter, qui essaye de lui faire comprendre que c'est pas bien, malgré qu'elle peut pas vraiment s'exprimer comme d'habitude, ça va lui rappeler sa fille, et il va avoir un petit moment où il va être vraiment mal, parce que ce qui lui est arrivé, c'est quand même traumatisant, c'est choquant, c'est normal qu'il en ait encore des séquelles 16 ans plus tard, réellement. Faire le deuil d'un enfant, mais ça doit être faire le deuil d'un parent, croyez-moi d'expérience, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Mais alors le deuil d'un enfant, laisse tomber quoi. Et du coup, c'est là que décide d'intervenir l'ancien, effectivement, qui dit non, tu ne tueras pas tes enfants, ce ne sera pas possible. Et j'ai vu le titre de l'épisode suivant, et j'ai eu un déclic dans ma tête. Je crois savoir qui est ce personnage, sans forcément savoir comment va se régler cet arc-là. Mais voilà, j'ai quelques souvenirs du manga qui remontent un petit peu, donc hâte, hâte de découvrir la suite. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode. C'était un bon épisode assez émotionnel, qui touche à des sujets compliqués, mais nécessaires. Et encore une fois, c'est ça que j'aime bien, c'est que les 4 cavaliers de l'Apocalypse nous permet de voir le côté humain des personnages de l'univers de Nanatsu, puisque dans Nanatsu, on suivait principalement des personnages exceptionnels, à savoir Meliodas, enfin les Seven Deadly Sins en règle générale, qui étaient pour certains des fées, des humains immortels, des géants, des sorcières, enfin, ça avait un cast très particulier. Et c'est vrai qu'on a très peu vu vraiment le point de vue des humains qui ont vraiment été affectés par cette guerre. Puisqu'on suivait nos héros, on s'est très peu concentré sur le peuple. Et c'est un petit peu tout ce que représente Arthur dans cet univers-là, c'est le côté humain qui, après avoir vécu cette guerre, a décidé que c'était plus possible d'avoir des créatures comme ça aussi dangereuses et aussi puissantes, vu que les humains sont par définition plus faibles que les autres races. Et ouais, malgré toute la magie du chaos qu'il va récupérer derrière, mais j'aime bien qu'on nous montre vraiment le côté des gens qui ont vraiment perdu des trucs lourds, quoi. Donc bon, c'est un très très bon épisode et j'ai hâte de voir comment ils vont adapter. Encore une fois, le rythme me paraît un petit peu rapide, mais vu que j'ai une petite idée d'où ils veulent finir la saison 1, c'est pas déconnant non plus. Franchement, ça passe bien, j'ai pas l'impression en soi vraiment qu'ils rush. C'est juste, ayant lu le manga, ça me paraît un petit peu rapide, mais sans que ce soit vraiment problématique. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 14. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.